Donc je vais commencer par Java 8. Donc c'est un sujet qui date d'un petit moment déjà, le support de Java 8 sur Android. Parce que c'est sorti il y a un petit moment maintenant Java 8. Et on n'avait pas forcément la chance de pouvoir y goûter sur Android parce qu'on était encore limité à Java 7. Il y a eu des petits aléas, on va dire, juridiques qui ont fait que finalement le Java 8 est arrivé plus vite que ce qu'on pensait, finalement, heureusement. Donc je vais parler un peu des petites nouveautés qu'il y a, à partir de quel moment on peut les utiliser. Donc la première chose, c'est les interfaces qui gagnent un peu des petites choses sympas, typiquement les implémentations par défaut. Donc ça permet de faire en sorte que notre interface ait finalement des comportements, on va dire, génériques, si on n'a pas envie de les surcharger. Donc si on n'a pas envie d'implémenter certaines méthodes, on pourra très bien avoir une implémentation par défaut et c'est réglé. On a aussi des méthodes statiques qui font leur apparition. Donc ça peut donc pas être surchargé forcément vu que c'est statique comme d'habitude. Et le fait que ça soit, on va dire, un petit début, on va dire, d'implémentation de code par défaut, etc. Vaut mieux pas penser à faire de l'héritage multiple, c'est pas fait pour ça. C'est juste fait pour simplifier la vie, mais pas pour essayer de hacker et de faire de l'héritage multiple en Java. C'est une très mauvaise idée. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se poser et de toute façon, à la compile, la majorité du temps, ça risque de poser des trucs un peu bizarres. L'autre truc, c'est que du coup, quand on commence à utiliser des choses type statique, défaut, etc., il y a la petite annotation qui est nécessaire, parce que sinon, si vous avez un projet qui n'est pas en API 24 pour le minimum, finalement, ça mettra un petit message d'erreur comme quoi les versions d'API en dessous de N ne seront pas compatibles. Ensuite, l'autre chose, c'est les streams. Les streams, pour le coup, c'est une manière de parcourir des listes, de filtrer, etc. C'est assez pratique. Il y a d'autres choses qui permettent de le faire actuellement sur Android. Il y a des bibliothèques qui permettent de faire ce genre de choses-là d'une autre manière que des streams, et ça s'en rapproche très fortement. En gros, ça permet de simplifier finalement l'utilisation et de réduire on va dire le code pour faire certaines choses, typiquement faire un filtre, limiter le nombre de résultats, etc. Donc c'est assez pratique l'utilisation, mais c'est toujours API 24 malheureusement. Donc on ne peut pas forcément s'en servir pour des appareils en Android 4 par exemple. Donc tous ceux en KitKat n'y ont pas droit. Ensuite, il y a un nouveau type, c'est le type optional. Ça a été créé pour éviter les null pointers, pour faire en sorte d'avoir une architecture un peu mieux pensée. Typiquement, l'exemple qu'il y a juste en dessous vous donnera un petit exemple. Par exemple, un ordinateur n'a pas forcément une carte son. Plutôt que d'avoir un nul directement avec un type soundcard, là, ça dit à la personne qui va utiliser cette API, mon type est peut-être, ma carte son est peut-être présente, peut-être pas. Et donc du coup, il y a plusieurs méthodes qui ont été mises pour faire en sorte de les utiliser. Donc il y a le if present qui va juste tester effectivement est-ce qu'il y a une carte son ou pas, enfin l'objet qui est dans l'optional. Or else qui permet de retourner une valeur par défaut dans le cas où ça n'est pas présent. Et le or else throw qui permet de lancer une exception dans le cas où l'objet n'est pas présent et que c'est finalement un problème dans notre cas. À savoir que si on essaie de faire un get sur un optional qui ne contient pas d'objet, ça renvoie toujours une exception qui est un noSuchElement de tête. Donc finalement on troque un null pointer pour une autre exception. Donc c'est pas, on va dire, c'est pas une balle d'argent non plus, mais finalement le type peut être utile pour mieux faire des bibliothèques et ce genre de choses là. Donc c'est toujours bon à prendre, mais ça reste API 24 encore. Il y a des petites nouveautés aussi sur les annotations. Là, par contre, c'est API 24 et API 9 selon le cas. Donc, il y a la possibilité de répéter une annotation. Donc, typiquement, si on veut, par exemple, faire une tâche, faire en sorte que cette tâche soit répétée tous les temps de temps et à certaines autres périodes en même temps, on peut tout simplement les répéter. Donc, il y a des petites variations quand on déclare l'interface. Typiquement le @repeatable qui va dire que finalement mon annotation peut être répétée.
qui va être stocké du coup dans un tableau pour pouvoir le parcourir par la suite quand on a besoin de le gérer. Donc c'est plutôt cool d'avoir enfin ce genre de choses-là. Aussi, on a les type annotation. Alors ça, pour le coup, c'est le non-null string str qui est juste en bas. On avait déjà plus ou moins la même chose avec les annotations de support de la bibliothèque Google. Donc finalement, c'est pas trop nouveau et ça, c'est compatible jusqu'à l'API 9. Donc c'est pas trop nouveau pour le coup. Un autre truc qui est vraiment cool et qui, entre guillemets, existe plus ou moins déjà, c'est les expressions lambda. Donc pour ceux qui utilisent Retro Lambda, bah, c'est la même chose finalement, sauf que là c'est supporté par le langage de base. Donc ça permet juste de simplifier finalement la rédaction de code. Android Studio finalement vous minimisez déjà ces blocs de code là en vous mettant des expressions lambda par défaut. Maintenant finalement vous allez l'écrire directement. C'est plutôt cool. C'est API 9 minimum, donc en gros tout le monde peut en profiter. Et l'autre chose qui est à savoir, c'est qu'il y a une petite annotation, donc functional interface, à rajouter pour que l'interface soit considérée comme, on va dire, accessible via les lambdas. Et autre chose, donc on peut faire des références de méthodes. Donc finalement, les deux lignes de code qui sont en bas, donc on référence la méthode qui s'appelle action 1 sur le click listener du bouton. Ça finalement c'est un peu l'équivalent du click listener dans le XML quand on marque on click et le nom d'une méthode. Ça revient plus ou moins au même, sauf que là on le fait en code directement. Donc c'est à peu près similaire et on va devoir déclarer une méthode. Du coup action 1 c'est après on paramètre une vue, etc. etc. Donc c'est assez cool d'avoir ce genre de choses là. Ça peut aller un peu plus loin aussi. Comment l'activer finalement? C'est simple, c'est ultra simple même. Il y a juste à activer Jack, déjà, première chose, qui est le nouveau compilateur. Et ensuite, il y a juste à mettre que on compile en Java 8 via le compile options. Par contre, là où ça peut poser problème, c'est s'il y a des personnes qui utilisent typiquement des bibliothèques qui analysent des points classes. Ça ne fonctionnera plus, tout simplement parce que les points classes n'existent plus avec Jack. Donc ça peut générer des petits soucis, on va dire, dans les chaînes d'intégration continue ou ce genre de choses-là, si vous n'avez pas géré ce cas-là. Et donc voilà pour Java 8, pour le coup. Donc c'est sympa, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en API 24 uniquement. Mais après, on va dire, on n'est plus à ça près. C'est des petits blocs de code qui peuvent être simplifiés. Donc maintenant, je vais vous parler du Data Saver, qui est une autre nouveauté sur Android N. Donc typiquement, ça permet de surveiller et limiter la consommation de données de certaines applications. C'est du cas par cas, application par application, qui vont être autorisées ou pas. Ça s'applique au réseau facturé à l'usage. Alors qu'est-ce qui est entendu par facturé à l'usage? C'est par défaut la 3G, forcément. Et on peut également mettre des réseaux Wi-Fi en facturé à l'usage. Par défaut, ce n'est pas le cas. Si on veut activer un réseau Wi-Fi, on va dire, pour activer le Data Saver sur ces réseaux-là, il faudra cocher, on va dire, la case facture à l'usage sur ce réseau Wi-Fi, typiquement un hotspot 3G, pour éviter justement de consommer sur ces réseaux-là. Ensuite, c'est un système de liste blanche. Donc par défaut, si on active le Data Saver, toutes les applications sont soumises à ce mode-là et on va voir dans la suite qu'est-ce que ça implique. Mais c'est un problème finalement et ça va générer quelques petits soucis d'implémentation dans certains cas. Sachant que la détection du mode Data Saver est seulement dans l'API 24 du Connectivity Manager, donc ça oblige à passer en Target 24 forcément. Ou en tout cas en compiler pour la version 24, c'est pas trop un problème, mais il faut le savoir. Il y avait le petit GIF à côté pour comment l'activer et les messages qui s'affichaient quand c'était activé. Les conséquences, typiquement quand on est une application qui est ciblée pour Android API 23, on ne peut pas le gérer. Donc potentiellement on va avoir des erreurs, potentiellement on va avoir des exceptions qui vont être lancées, éventuellement des crashs si ce n'est pas bien fait, etc., etc. Donc le conseil c'est forcément de passer à l'API 24. Sachant qu'on ne peut pas gérer ce mode-là autrement que via la nouvelle API. Est-ce que c'est obligatoire de l'utiliser? Si vous faites des actions en arrière-plan, donc typiquement des appels réseau, si vous faites du téléchargement, tout ce genre de choses-là,
Oui, il faut effectivement gérer le data saver, c'est obligatoire. Sinon, vous aurez des exceptions qui vont être lancées en background et du coup, ça ne va pas bien se dérouler. Sinon, au pire, vous pouvez entre guillemets l'ignorer. Par contre, autre chose, c'est que les API donc, sont assez simples d'utilisation. Donc, le système de facture à l'usage existait depuis l'API 16. Vaut mieux le respecter pour consommer le moins de données possible. Et en API 24, donc, il y a une méthode qui a fait son apparition. Ça renvoie un entier, 3 valeurs à gérer, c'est assez simple. Dans le cas où on veut dire à l'utilisateur « Hey, mon application en a besoin », cet intent-là permet de lancer une activité sur l'écran de settings de votre app et l'utilisateur a juste à activer un petit switch et ça permet de passer l'application en accepté dans la liste blanche. Voilà pour le data saver. Est-ce que vous avez des questions? Ou sur Java 8 aussi. Pas de questions? J'ai vu les éléments du langage de Java 8 qui avaient été introduits. Oui. Quels seraient, s'il y en a, les éléments du langage de Java 8? Donc les éléments de Java 8 qui ont été introduits Et quels seraient les éléments du langage de Java 8 qui ne seraient pas présents dans le support? Finalement, ce que j'ai montré dans les slides, c'est ce qui est présent, finalement. Et tout le reste, tu peux considérer que ça n'existe pas sur Android. On va dire nativement. Après, tout ce qui est bibliothèque qui rajoute des trucs, etc., potentiellement, tu peux avoir des choses à côté. Mais ça, c'est ce qui est vraiment natif par Google, supporté, que ce soit API 9 ou 24. Voilà. D'autres questions? Non? Bon.